Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, légale, religieuse, dans n'importe quel domaine, toute révolution va toujours systématiquement, fatalement passer par 3 étapes, toujours. D'abord, la révolution est considérée comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Elles ont fait beaucoup parler d'elles en fin d'été. Je parle des affiches mensongères sur les effets secondaires des vaccins contre le SARS-CoV-2. Ces affiches ont été collées par le désormais célèbre Conseil scientifique indépendant du collectif Réinfo-Covid. À ne pas confondre avec Vrai Info Covid, hein. Eux, ils sont bien. Vraiment. On ne sait pas exactement combien d'affiches ont été collées, il y en a surtout à Toulouse, pourtant berceau des rencontres de l'esprit critique. Toujours est-il que cette campagne de publicité a eu un retentissement considérable sur les réseaux sociaux. Et il faut avouer qu'elles font un petit peu peur. À noter que si dans un premier temps, les affiches ne pouvaient pas être enlevées parce que sur terrain privé, le préfet, le 27 août, a dit « Bon, ces affiches-là, on va pas les garder, c'est pas possible. » Arrêté préfectoral, et du coup, ils ont enlevé les affiches. Ce qui signifie que ces affiches dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux ne sont en réalité restées que 14 jours. Dans cette affiche, on peut lire que le vaccin est la cause d'accidents cardiovasculaires à hauteur d'une injection sur 100. Source, la base de données européenne des rapports d'effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation des médicaments. Dans cette courte vidéo, nous souhaitons soulever 2 erreurs majeures du propos de cette affiche. Selon celle-ci, ouvrons les guillemets, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Ah! Mais est-ce bien vrai? C'est la question qu'on se pose. Parce que pour comprendre un chiffre, il faut comprendre d'où il sort. Au minima, sa méthode d'extraction. Pour pouvoir, si besoin est, le corréler à un autre. Pour comprendre la méthode d'extraction ici et comprendre ces chiffres, il faut comprendre ce qu'est la pharmacovigilance, c'est-à-dire par qui sont donnés les effets secondaires et par qui sont traités et comment sont traités les effets soi-disant secondaires, qui peuvent être pensés comme secondaires, qui sont envoyés aux centres régionaux de pharmacovigilance. Dans le guide de bonnes pratiques de pharmacovigilance publié par la NSM, dont vous trouverez le lien en description, il est clairement indiqué et expliqué le rôle de chacun des intervenants, de l'agence de régulation, des patients, des professionnels de santé, de l'exploitant, des centres régionaux de pharmacovigilance et des enquêteurs nationaux. Le patient ou ses représentants peut déclarer lui-même des effets secondaires qu'il pense être dus à tel ou tel médicament. Qu'il pense. Notons bien le terme employé par le texte, il est important. Il est un point important dans les recommandations pour la déclaration de, et je cite le document, « joindre au formulaire tout document permettant de compléter et d'étayer la déclaration. Par exemple, compte-rendu d'hospitalisation, correspondance médicale, résultats d'examen complémentaires, etc. Ainsi qu'à indiquer ses coordonnées et celles d'un professionnel de santé. Médecin traitant, professionnel de santé qui a constaté ou pris en charge l'effet indésirable, ou qui a prescrit le médicament. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, ça ne fonctionne pas forcément de façon si rigoureuse. Les centres régionaux de pharmacovigilance doivent consigner tous les effets secondaires provenant des patients ou des soignants. Pour être validée, une déclaration doit contenir 4 éléments impératifs. Un déclarant identifiable, un patient identifiable. Bonjour, je m'appelle Michael et j'ai un numéro de sécu. Un ou plusieurs médicaments suspectés. C'est le vaccin ARN. La nature des effets indésirables. J'ai plus mes règles. Ah bon? Ça c'est pour la blague, hein, vu que je peux pas avoir mes règles. Mais c'est un vrai effet secondaire qui existe et dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo, normalement. On constate donc ici qu'il est très facile de déclarer un effet secondaire et les centres régionaux de pharmacovigilance sont dans l'obligation légale de prendre toutes ces déclarations en compte. Tout et n'importe quoi, ou presque, peut donc être déclaré. C'est ici une première erreur faite par le collectif Réinfo Covid. Ne pas comprendre qu'en première lecture, certains cas signalés peuvent ne pas être réels. Qui plus est, il est possible d'émettre l'hypothèse qu'il y a une surdéclaration d'effets secondaires après vaccination par rapport à ce qui peut être normalement pour un vaccin. Nous y voyons 2 raisons à cela. Ces vaccins sont plus surveillés que les autres. Ils sont nouveaux et font donc l'objet d'une surveillance accrue. De fait donc, les patients et les médecins surveillent plus les possibilités d'effets secondaires. Il y a un certain militantisme médical, dû notamment à tout ce qui peut se raconter sur les réseaux sociaux. Toutefois, et nous terminerons notre vidéo sur ce point, les hospitalisations ne peuvent être sous-estimées. Les chiffres sont précis. Mais il y a au moins une seconde erreur sur ces affiches, celle de la causalité. Si les centres régionaux de pharmacovigilance font un premier travail d'analyse,
notamment sur le degré des effets secondaires potentiels déclarés, il faut attendre des analyses nationales, voire internationales, plus globales et plus poussées pour pouvoir interpréter toutes ces données et effectuer des corrélations possibles entre la prise d'un médicament et des effets secondaires supposés. L'Agence européenne du médicament met d'ailleurs en garde contre une mauvaise compréhension des chiffres et statistiques qu'elle publie. Que les informations provenant du site ne démontrent en rien un lien possible entre la vaccination et les effets secondaires. Que les effets secondaires indiqués sur le site proviennent de déclarants et ne reflètent que leur avis n'étant aucunement une preuve scientifique de corrélation entre la vaccination et l'apparition d'effets secondaires. Effets secondaires qui peuvent d'ailleurs être fantasmés ou réels. Et enfin, que les chiffres indiqués sur le site ne doivent pas servir de base pour la détermination de possibles effets secondaires. Pour l'explication, petit exemple. Je suis il y a quelques semaines avec mon frère et nous sommes à Montpellier dans un bar à sushis. Il faut dire qu'il aime les sushis, moi aussi, on ne va pas se revoir pendant un moment, une année. Et donc on commande tous les deux des sushis. Et là vous me connaissez, je suis très sportif. C'est cela, oui. Et donc il m'arrive une chose qui n'aurait pas dû m'arriver, surtout que je mange sainement le reste du temps. Un AVC 24 heures après avoir mangé les sushis. Eh bien je me dis c'est de la faute des sushis. C'est le sushi qui a conduit à l'AVC. Je cherche, je vois pas qu'il y ait d'études là-dessus, mais je vois que sur Doctissimo, il y a 2 ou 3 personnes qui ont fait les AVC après les sushis. Alors, j'accuse immédiatement les sushis. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est de regarder les chiffres des AVC. Et m'apercevoir, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a un AVC toutes les 40 secondes. Ça n'était pas la faute des sushis. Si on suit 1000 personnes pendant quelques semaines après une date prise au hasard, il y aura fatalement parmi celles-ci des personnes qui tomberont malades ou auront des problèmes de santé apparaissant habituellement dans la population générale. C'est à cette probabilité qu'il faut comparer le nombre de déclarations d'effets indésirables graves après vaccination pour vérifier s'il y en a davantage que prévu. On précise ici le terme « effet grave » puisque le CSI nous a pondu 2 affiches distinctes. C'est ce que fait la NSM en distinguant les signaux potentiels dont la fréquence paraît un peu élevée sans qu'on ne puisse établir de lien direct avec le vaccin, des signaux confirmés, où un lien de cause à effet a été établi. Et là, il n'y a plus que les myocardites et péricardites, qu'on vous a déjà expliqué dans une autre vidéo, les troubles vasculaires, l'hypertension artérielle, et seulement chez Moderna, les réactions retardées, très douloureuses au site d'injection, qui sont identifiées. Justement, prenons cette affiche qui cite la chercheuse du CSI Emmanuelle Darle. On notera d'ailleurs qu'ils s'autocitent beaucoup. Ce sont leurs propres citations, les bonhommes. Alors, que nous dit cette affiche qui apparaît à l'écran? Vaccin anti-Covid en Europe, un décès toutes les 3000 injections. Ça pique. Petit jeu de mots, on notera l'humour. Elle indique donc un décès toutes les 3000 injections. Et ce qu'on va se demander, c'est si c'est plus qu'attendu, c'est-à-dire par rapport à la population générale. On nous dit en Europe, le nombre d'habitants en Europe, c'est 450 millions d'habitants. Et chaque année, il y a un peu plus de 5 millions de décès. Alors on fait un petit calcul, on remerciera Alex qui est professeur de mathématiques. 5 divisé par 12, ça fait 400 000 décès par mois, soit 200 000 décès tous les 15 jours. Donc de façon générale, sur la population entière européenne de 450 millions d'habitants, on dénombre 200 000 décès tous les 15 jours. La couverture vaccinale en Europe est de 75%. Ce qui fait environ 335 millions de vaccinés. On peut alors faire un simple produit en croix, et je suis même sûr que les personnes du CSI peuvent le faire. Et donc, si on fait ce produit en croix, on trouve un décès dans les 15 jours après vaccination, tous les 1675 vaccinés juste par hasard. Attention, comme certains sont à 2 doses, d'autres à 3 doses, peut-être certains ont eu le Covid. Ce chiffre n'est pas précis et exact, d'autant plus que les décès rapportés ne sont peut-être pas limités à 15 jours après l'injection, puisque nous avons fait nos calculs sur 15 jours, et que peut-être c'est beaucoup plus de temps après l'injection. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ordre de grandeur est le même. Il est normal, en population générale, qu'une personne sur 1675 meure tous les 15 jours. Ce chiffre d'un décès toutes les 3000 injections est uniquement présenté pour choquer, mais ne présente en rien une réalité inquiétante. Il est tout simplement le fruit des décès habituels en population générale. Il y a eu plusieurs affiches collées par le CSI. L'affiche la plus collée, nous l'avons vu, discute des effets cardiovasculaires. Nous allons donc faire une première conclusion sur cette affiche-là. Et je vais vous lire un petit peu quelques chiffres qui ont été publiés
dans un article du JAMA. Alors, dans cet article, ils ont étudié les hospitalisations de personnes de plus de 75 ans en France, donc seulement en France, pour cause de soucis cardiovasculaires après la vaccination dans la période du 15 décembre 2020 au 30 avril 2021. Alors, attention, cette étude ne met pas du tout en lien le vaccin avec les hospitalisations. On a regardé les hospitalisations après vaccin, mais on n'a pas forcément de causalité. Sur 3,9 millions de personnes incluses dans l'étude, donc rappelons, plus de 75 ans et vaccinés, qu'est-ce que nous avons? Infarctus du myocarde, 11 113, soit 0,28%. Les AVC, 17 014, soit 0,43%. Les embolies pulmonaires, 7 221, soit 0,18%. Ainsi, en prenant ces moyennes, du 15 décembre au 30 avril, soit en 4 mois et demi, il y a en France 52 500 AVC, 30 000 infarctus du myocarde et entre 24 375 et 48 750 embolies pulmonaires. Qui plus est, dans une étude publiée dans Nature Medicine et portant sur 38 615 491 vaccinés de tout âge en Angleterre, il est observé post-vaccination, répétons-le, ces observations sont-elles dues au vaccin? 1% d'arythmie cardiaque, mais 10% de ces patients étaient positifs au SARS-CoV-2, 7,7% avant vaccination, 0,004% de myocardite, 0,004% de péricardite. Ainsi, pour conclure, quelle que soit l'étude que l'on prenne, de tout âge ou seulement la population plus âgée, en France ou ailleurs, on n'obtient en aucun cas les chiffres indiqués par le CSI. Alors pas de quoi s'affoler. Mais non, mais on n'est pas là pour faire le guignol, Mohamed, c'est la révolution, enfin. Idriss Aberkane nous dit que la structure des révolutions, qu'elles soient sociales ou scientifiques, connaît 3 phases d'acceptation. Tout d'abord, c'est ridicule, ensuite c'est dangereux, et ensuite c'est évident. Nous pensons qu'il a raison sur la structure des révolutions telle qu'il indique. Nous pensons qu'il a raison sur ces 3 phases. Nous avons une hypothèse que je vous soumets aujourd'hui. Les vaccins à ARN messager sont des révolutions scientifiques et technologiques dans le domaine de la vaccinologie. De fait, donc, le vaccin ARN messager, la vision qu'on va en avoir va passer par ces 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. Beaucoup estiment que ces vaccins sont dangereux. Nous estimons dans le cadre de notre hypothèse que ce sont des révolutions technologiques et scientifiques dans le domaine de la vaccination qui sont déjà au stade d'évident. Pour nous, c'est une évidence, ces vaccins. Et ce que nous souhaitons faire avec ces vidéos, c'est de vous montrer et de vous amener à penser comme nous, dans le cadre de notre hypothèse, que ces technologies sont évidentes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous invite à la partager, à la commenter, à nous dire ce que vous en pensez, à le montrer au plus de gens possible, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'aux chaînes de toutes les personnes qui participent à ce collectif VR Info Covid. Je vous dis à très bientôt, au revoir.